Tout d'abord, merci à Christian pour son introduction et puis merci à la Sven Provence de nous permettre, Philippe et moi, de vous présenter l'expérience de la Farne et du groupe d'intervention intra, en clair des moyens de gestion de crise dont dispose le parc nucléaire français en cas de difficultés, notamment climatiques ou de séisme. Alors, qu'est-ce que la Farne et pourquoi la Farne? Alors, tout commence par une image que je présente à chacune de mes interventions sur la Farne. Alors, premier transparent très technique, mais que vous connaissez sans doute tous. Bon, c'est le principe de fonctionnement d'une centrale nucléaire, EDF. Hein. Nous avons sûrement des personnes qui viennent d'autres entités. Bon, je ne vous commande pas le circuit. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un cœur de réacteur, c'est 100 kW au litre. C'est 50 fers à repasser par litre, donc c'est plutôt une puissance assez importante. Et si c'est pas refroidi, ben, j'allais dire, ça se passe très mal parce que le combustible fond, il y a des dégagements de produits de fission. Et on commence à rentrer dans des schémas très compliqués. Alors quand on arrête ces machines, hein, en moins de 2 secondes, on arrive quand même à du 3-4 kW au litre et il faut encore une capacité de refroidissement importante. Donc si vous voulez, c'est l'enjeu essentiel, j'allais dire, de la sûreté. Alors il y en a d'autres hein, sur la réactivité, mais dans notre cas... Alors pourquoi la Farne et quand la décision de la mise en œuvre de la Farne a été prise? Alors, cette photo peut vous paraître un peu paradoxale, c'est la centrale de Fukushima la veille. Je ne suis pas sûr que la photo ait été prise la veille, mais c'est pour vous donner l'importance du choc qu'a été l'événement de Fukushima pour le parc nucléaire français. Bien, c'est une centrale construite dans les années 70 de technologie General Electric bouillante. C'est une centrale japonaise, donc plutôt bien exploitée. Alors il y a toujours quelques difficultés, mais on est face à des bons professionnels dans un pays démocratique, dans un pays qui a les moyens et avec une compagnie qui est respectée dans le milieu. Et le choc de Fukushima a été d'autant plus fort qu'on a vu un événement de sûreté sur plusieurs réacteurs survenir à la suite d'un accident. Et donc... Oui, je ne vais pas y arriver. Et ce sont les images que l'on va voir par la suite et qui ont été d'autant plus, j'allais dire, importantes qu'elles ont montré qu'on pouvait avoir un pépin nucléaire sur une installation plutôt bien entretenue. Donc quand on a vu ce qui s'est passé, quand j'ai personnellement vu ce qui s'est passé sur Fukushima, j'ai eu l'impression assez forte de voir mon boulot partir en fumée. Et le réflexe, c'était de se dire, si nous, on n'est pas capable de maintenir la sûreté en toutes circonstances, j'allais dire, on n'est pas au niveau de ce qui est attendu de nous par le public et puis par les Français. Donc, il était important de réagir de manière très profonde sur cet événement. Bon, vous connaissez tous la séquence, donc un séisme, et si vous voulez, je vais me focaliser sur le traitement de l'événement. Hein. Séisme important. On a déplacé le Japon de 50 cm, ça donne à peu près un ordre de grandeur de l'énergie, et puis plusieurs installations nucléaires qui sont en face, et notamment la centrale de Fukushima Daiichi. Alors je dis Daiichi parce qu'il y a Dai-Ini, ça veut dire Fukushima 2, qui est 10 ou 20 km plus au sud et dont on a très peu entendu parler. Alors pourquoi? Parce que la vague n'a peut-être pas eu la même hauteur, parce que la réaction des exploitants n'a pas été la même, alors on va descendre plus bas. Sur le plan de la gestion de crise, et ce qui a été à l'origine de la genèse de la Farne, donc on voit la vague qui arrive, on voit la submersion des installations. Comme c'est une installation conçue au séisme, on a mis tout ce qui était lourd le plus bas possible, donc on a mis les diesels, j'allais dire pas au fond, mais pas loin. Et donc les diesels, les tableaux électriques ont été noyés. Et donc la séquence séisme qui a plutôt été bien traitée, hein, les exploitants, l'arrêt automatique s'est bien passé, ils ont déroulé leurs procédures, ils ont évacué les installations en ordre. C'est extrêmement compliqué avec l'arrivée de la vague.
Et pour vous donner une idée de l'énergie, le chef de centrale, M. Yoshida, explique dans son témoignage au Parlement japonais qu'il a dû se cramponner pendant 3 minutes à son bureau pour ne pas tomber. Donc c'était un shaker important. Et avec des visions un peu d'horreur, hein, on voit toute cette eau boueuse qui envahit les interbâtiments et puis qui finit par s'échapper en laissant un spectacle de désolation. Et là, si vous voulez, c'est comment nous, EDF, avons-nous analysé cette séquence dans le but de pouvoir réagir positivement. Quand je dis positivement, c'est-à-dire de manière professionnelle à un événement identique. Et c'est là que l'origine de la Farne s'est tenue. Alors, ce que vous voyez, si vous voulez, à droite, c'est 2 images de désolation. Hein. C'est après le tsunami, cet amoncellement de débris, ce que les techniciens de la sécurité civile, dont Philippe a fait partie, appellent un milieu déstructuré. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien de droit, il n'y a plus rien de debout, et tout est en vrac. Et puis, ces explosions auxquelles ont été confrontés les exploitants japonais. Alors, première analyse qu'il faut donner, qui est essentielle, et auquel il faut rendre hommage, c'est le très grand courage et professionnalisme de nos collègues japonais. Ils ont fait face, ils ne sont pas partis, ils avaient leur famille dont ils n'avaient pas de nouvelles, et ils ont tenu dans des circonstances très difficiles pour faire face à l'événement. Alors à un moment, ils ont réduit les effectifs parce que ça devenait très très compliqué, ils avaient plusieurs réacteurs qui étaient fondus, mais les exploitants nucléaires, et ça a été également le cas à Tchernobyl, ont toujours, jusqu'à présent, répondu de manière courageuse à un événement qui se déroulait sur leur installation. Donc ça, c'est la première chose. La concomitance d'un événement, d'une catastrophe naturelle, hein, le tsunami avec 10 000 morts, et d'un pépin nucléaire. Alors très vite, toutes les attentions sont tournées vers le pépin nucléaire, mais il faut savoir quand même qu'une grande partie de la côte du Japon était ravagée, et qu'il fallait tenir compte des populations qui étaient déplacées, dont les habitations avaient été submergées, et puis, bien sûr, de tous les morts qu'il fallait relever dans la boue qui avait été laissée par le tsunami. Et ça a un effet important, si vous voulez. Ça veut dire que si on était confronté à un scénario peut-être pas équivalent, mais du même type, les pouvoirs publics seraient focalisés sur le secours à personne. Parce qu'on pourrait se dire, à un moment, on faisait des raisonnements sur le mode, c'est une centrale nucléaire, on passera en priorité devant tous les autres secours. Je pense que ça serait une grave erreur, et c'est la conclusion auquel nous étions arrivés, et les patrons de l'ADPN d'ailleurs, c'était de se dire, dans un cas comme celui-ci, les secours seraient tournés, notamment d'un séisme, vers le secours des populations. Et il est important de ne pas mettre les pouvoirs publics face à un dilemme moral qui ferait qu'ils auraient à choisir entre une catastrophe certaine immédiate et puis une difficulté supplémentaire à venir. L'environnement déstructuré, je vous en ai parlé. L'organisation de crise japonaise a été, ce qui est souvent le cas dans les très grosses catastrophes tordues, parce que le politique a fait une intrusion dans le technique de manière très importante, à tel point que c'est le Premier ministre à qui on a posé la question de savoir s'il fallait utiliser de l'eau de mer ou de l'eau douce pour refroidir les générateurs de vapeur. Bon, un politique, ça sait tout faire sauf ça. Et en plus, il y a une deuxième chose qu'il faut avoir en tête, c'est-à-dire qu'un politique ne supporte pas de ne pas pouvoir agir sur l'événement. C'est son métier, c'est sa raison d'être. Et s'il voit un exploitant nucléaire qui ne fait pas son travail, ou qui est démuni, ou qui est surpris, ou qui est submergé, il cherchera à prendre la main. Et c'est ce qui s'est passé dans le cas du Japon, parfois avec beaucoup de maladresse. Après, c'est toujours facile de critiquer a posteriori, mais si vous voulez, quand vous n'avez pas l'habitude de traiter avec une industrie un peu compliquée, ben, vous faites des descentes en piqué qui ne sont pas toujours pertinentes. Et ça a été le cas au Japon, et d'où l'idée qu'avait Dominique Minière, hein, qui est un peu notre père en tant que créateur de la Farne à tous. Il y a eu d'autres personnes, mais il avait été particulièrement aux affaires.
c'était de se dire il faut que l'exploitant nucléaire reste responsable de la sûreté et se dote des moyens de la sûreté en toutes circonstances. Parce que sinon, on se fera dépasser. Donc, c'est un des deuxièmes éléments. Le premier étant concomitance d'une catastrophe naturelle et d'un pépin nucléaire, qui a été à l'origine de la Farne. Techniquement, le secours au site a mis du temps à se mettre en place. Ça a mis, globalement, les Japonais ont commencé à se doter de moyens qui permettaient de commencer à surmonter l'événement à partir du jeudi-vendredi. Jusqu'au mercredi, ça a été des tentatives avec des camions de pompiers, parfois réussies, mais parfois aussi vouées à l'échec du fait des explosions d'hydrogène. Et ça a méchamment tâtonné, alors que dans notre métier, si on veut réagir, il faut réagir très vite. Et donc réagir très vite, c'est réagir dans les 24 heures. Si on n'a pas de moyens mobilisables dans les 24 heures, ben, ce n'est pas la peine. Et si on veut avoir des moyens mobilisables dans les 24 heures, il faut des professionnels préparés et d'astreinte. Autre chose, c'est la sous-traitance, puisque nos collègues japonais, alors, petit rappel de physique, vous refroidissez un cœur de réacteur REP avec le débit d'un camion de pompiers, 60 mètres cubes heure, en faisant de la vapeur, par le circuit de refroidissement des générateurs de vapeur. Ça suffit. Donc, ce n'est pas un débit hyper conséquent. Un camion de pompiers, vous en trouvez partout. Ça correspond à un tuyau de 110. Donc c'est un moyen qu'on peut avoir facilement sur place, qu'on peut déplacer par hélicoptère. Donc on a les moyens de porter secours, pour peu qu'on ait les points de connexion, pour peu qu'on soit entraîné et mettre en place ces moyens très rapidement. Et on disposait déjà sur site de motopompes capables de faire ces refroidissements, mais on ne disposait pas toujours ni de l'organisation, ni de la capacité à le mettre en œuvre très vite. Et donc la conclusion, c'est que EDF se dote d'une force d'action rapide pour assurer la sûreté en cas de survenue d'un pépin ou naturel, séisme ou climatique, ou éventuellement autre, pour porter secours à un site. Puis dernière dimension, dimension psychologique, toute la défense du parc jusqu'à Fukushima dépendait du parc lui-même, du site lui-même, qui était l'entité essentielle, et c'est un principe qu'il ne faut pas perdre. Mais c'est quand même mieux quand vous disposez, j'allais dire, de la cavalerie qui est capable de venir nous aider, à la fois moralement et matériellement. Parce que les exploitants, au bout de 24 heures, commencent à être un peu fatigués, surtout s'il y a eu des conséquences sur les familles et puis sur le moral et la tension nerveuse. Donc le fait de disposer de moyens complémentaires est un appui précieux. Alors, techniquement, ce qui a été fait au Japon, alors, ce n'est pas tout à fait dans l'ordre. Vous avez la première séquence en haut à droite, c'est le camion de pompiers qui refoule sur l'équivalent du système de refroidissement des générateurs de vapeur. Deuxième moyen, c'est une unité spécialisée des pompiers de Tokyo, à qui je voue une admiration assez forte, parce qu'on a dit à ce chef de bataillon, ben voilà, la centrale de Fukushima, ça part en semoule, les piscines sont en train de se dégarnir, et donc vous prenez vos pompiers, puis vous allez traiter le sujet. Donc il est arrivé sur une installation qu'il ne connaissait pas, et sur lequel il a commencé à mettre des lance-canons. Il a utilisé des pompes dont on s'est doté d'ailleurs, pour commencer à assurer un refroidissement continu des piscines. Alors pour vous donner le fait que ce n'est pas complètement théorique, ce que je vous dis, c'est qu'à un moment j'étais en exercice à Blayais, c'était en 2015, pardon. Fin 2015, j'étais face à un commandant des pompiers de la Gironde qui me disait « Écoutez, on est content que vous soyez là parce que nous, on ne se sentait pas de porter secours à une installation qu'on ne connaît pas et dont on ne connaît pas toutes les finesses techniques. » Donc le message avait quand même pas mal percolé. Et puis ça s'est terminé par des pompes à béton qui ont permis, qui sont venus d'ailleurs par les moyens de l'US Air Force d'Allemagne de l'Ouest, d'Allemagne, pardon, j'ai un discours qui date un poil, et qui ont permis d'avoir ce refroidissement continu. Donc là, quand même, une semaine. Alors, je vous reprends les principes. EDF se décide de se doter d'une Farne. On est parti d'une feuille blanche. Et je puis vous dire que la Farne, pour avoir participé à ce projet, même si j'avais un autre métier, c'était le 11 août, c'était 70 transparents. PowerPoint, mais c'était que ça.
Et donc, en partant de cette feuille blanche, ben, si vous voulez, on a développé les moyens du groupe EDF et les méthodes. Projet, c'est quel est l'objectif et puis comment on déroule toute cette mise en place. Et donc, le cahier des charges, c'est intervenir dans les domaines de la maintenance des réalimentations. Donc, c'est eau, air, électricité. L'eau, c'est le refroidissement, je vous en ai parlé. L'air, c'est de façon à ne pas avoir quelqu'un qui est sur les générateurs de vapeur avec une clé à cliquer pour régler les débits sur les soupapes des générateurs de vapeur, donc utiliser les systèmes d'air comprimé. Et l'électricité, ben, c'est d'avoir un minimum d'électricité pour y voir en salle de commande, avoir les indications minimum et puis les ventilations essentielles. C'est ça l'idée, avec 100 kW. Des compétences de conduite. Donc chaque colonne Farn, c'est l'équipe de base, comprend 2 personnes capables de piloter l'exploitation, 2 opérateurs de rondiers, donc des compétences plutôt pointues, gréées par des moyens de maintenance pour permettre d'intervenir sur des systèmes s'ils venaient à être défaillants, et puis de la logistique, parce qu'il il faut amener tout ce matériel sur site, et puis pouvoir agir. Et puis, en clair, l'objectif, c'est vous passer en toutes circonstances. C'est-à-dire que vous êtes sûr d'arriver en moins de 24 heures sur le site. Ça, c'est quand même, à la base, un défi assez fort, parce qu'il fallait le faire sur tout le parc nucléaire français. Donc maintenant, j'allais dire, la décision prise, elle est assez simple. Je vous l'imagerai par un propos. C'est EDF s'est doté d'un demi-régiment de sécurité civile professionnalisé. C'est de manière très synthétique, c'est ça. Et nous sommes le seul exploitant nucléaire mondial à avoir pris ce pari-là. Il y a d'autres exploitants qui ont pris la décision de doter de moyens que l'on met à disposition des sites. Il y en a en Espagne qui se basent sur les unités de sécurité civile espagnoles, qui ont été créées, qui sont de création récente et inspirées par le modèle français. Mais bon, les Russes ont une organisation qui est un peu plus costaud, mais c'est globalement le seul exploitant qui, par la taille de son parc, le choix qu'il a fait, la géographie aussi, parce que la France, c'est quand même assez homogène, a pris cette décision. Donc, la suite de ma présentation, c'est comment a-t-on fait ça en 4 ans? Et puis, quelles ont été les premières expériences par la suite? Alors, un petit retour, c'est comment est organisé, j'allais dire, sont organisés pouvoirs publics et exploitants dans le cadre d'un pépin nucléaire. Et vous avez sur ce schéma les deux, comment dire, si on peut juste le remonter, les deux responsabilités essentielles, et qui illustrent le propos que je vous ai dit sur l'intervention du pouvoir politique dans le technique. L'exploitant nucléaire, il a 3 responsabilités. 1, il pilote son installation de manière à éviter d'en mettre partout. C'est un peu imagé, mais c'est quand même ça l'idée. Donc il minimise l'impact. Deuxième responsabilité, il donne l'information au pouvoir public de manière à ce que ceux-ci puissent protéger la population. Et 3, il protège son personnel. Ça, c'est le couloir de l'exploitant. Le couloir des pouvoirs publics, c'est je protège la population, je mets à disposition éventuellement des moyens pour l'exploitant et je donne l'information à la population et aux médias pour qu'ils puissent, le cas échéant, se protéger ou d'avoir toutes les données utiles et nécessaires. Et c'est pour ça qu'il est important dans une organisation de crise, on l'a vu notamment dans le cadre du Covid, souvent il y a eu beaucoup de réflexions sur les organisations de crise, mais de rester dans ce qui est... il faut souvent s'adapter, mais les répartitions de responsabilités, et notamment celle-ci, est quand même carrément essentielle. Surtout sur la maîtrise de l'installation et l'information des pouvoirs publics. Donc c'est ça l'idée. Donc en fait, avec la Farn, EDF se renforce sa capacité, et puis les modifications qui sont déployées et qui ont été déployées depuis par notamment DIPDE, qui a fait un travail considérable. Mais l'idée, c'est ça, c'est on renforce la maîtrise technique de l'exploitant. Alors, la coordination des acteurs, je vous présente un schéma.
que je trouve un peu compliqué, moi je l'ai souvent présenté, c'est la répartition entre les différents PC au niveau local, au niveau national. En clair, on a un site qui a des postes de commandement, on a le directeur du parc nucléaire qui a également une équipe de crise très technique dans sa base, et c'était le Rex de l'accident de Three Mile Island. En clair, on aide à comprendre ce qui se passe et à prendre les bonnes dispositions d'exploitation pour éviter le pépin. Ça, c'est le Rex TMI. Et c'est 40 spécialistes qui sont au local technique de crise national, avec des spécialistes fonctionnement, environnement et dans tous les domaines. Et puis, vous avez l'ASN qui a son propre PC, l'IRSN qui fait l'appui technique de l'ASN et qui fait un contre-calcul de ce que fait EDF, le tout pour que, j'allais dire, les décisions soient les plus pertinentes possibles et qu'on ne soit pas dépendant uniquement d'un seul acteur. Alors, ce qu'on voit dans ce schéma-là, c'est que ça demande pas mal de coordination et ça justifie notamment tout le programme d'exercice que l'on a mis en place dans le déploiement de la Farne, parce que faire intervenir une unité dans ce contexte-là, c'est aussi gérer toutes les interfaces nécessaires à cette intervention. Et on a découvert, d'ailleurs, au fur et à mesure de nos exercices, de notre montée en puissance, des interfaces auxquelles nous n'avions pas pensé, ou peut-être pas toujours pensé de manière pertinente dans le projet. Alors, on va continuer. L'idée, c'est vous créez une unité opérationnelle d'urgence, mais il y a quand même la dimension du management. Donc le choix d'EDF, c'est un choix de base, c'est on dote l'unité de tous les principes de management de base de la DPN. C'est des contrats de gestion, il y a un contrat de gestion annuel, il y a 4 services régionaux, un contrat de gestion par service, un volet stratégique pour avoir une vision à 5 ans, un contrôleur de gestion, enfin, j'allais dire tout ce qui est nécessaire pour que l'unité soit solide, ne soit pas uniquement qu'une bande d'opérationnels qui ne rêvent que d'en découdre, et de faire en sorte que à la fois elle s'insère dans la DPN et à la fois elle puisse évoluer. Alors, ce qui a deuxième sujet, nous avons été, enfin du moins quand j'étais aux affaires, très souvent inspectés et visités. Inspection de l'inspection nucléaire, 2 évaluations générales, inspection de l'IGSNR, ou visite de l'IGSNR, visite de l'autorité de sûreté nucléaire et inspection de l'autorité de sûreté nucléaire, et puis WANO et l'AIEA. Donc en fait, ce n'est pas le danger, si vous voulez, quand vous créez un corps un peu particulier, c'est de considérer que c'est un peu particulier, et ça c'est quelque chose qui a été très vite écarté, qui n'était pas toujours facile à manager, parce que si vous voulez, si on laissait le système se mettre en place, à la fin, on n'aurait fait que des PowerPoint et des tableurs Excel. Enfin, j'exagère un peu, mais on a une tendance naturelle à faire de la bureaucratie, un peu et parfois de la complexité dans notre maison. Mais moi, mon intention, c'était de faire juste ce qu'il faut, pas plus, de manière à ce qu'on ait des garde-fous. Et c'est là où on en arrive à un état d'esprit original, que je vais illustrer en matière de sécurité, qui a été une de mes préoccupations essentielles. Je vous l'illustre de la manière la plus simple possible. Je suis nommé directeur, je visite le service régional de Civaux. Je vois un alignement d'une dizaine de camions impeccable. Et je suis sorti du hangar en me disant, c'est chouette, les camions sont impeccables, c'était les pneus noirs, pas une égratignure sur les pare-brises, sur les pare-chocs, etc. Je me dis, c'est super, on entretient bien notre matériel. Bon. J'ai fait 2-3 pas de plus, mais je me suis dit, mais au fait, s'ils sont comme ça, c'est qu'ils sortent jamais. Et donc, je vous donne les 2 idées qui m'ont traversé l'esprit. Et en fait, quand vous êtes sur une unité opérationnelle, il faut être opérationnel. Si vous êtes opérationnel, il faut vous entraîner. Donc le choix, si vous voulez, c'est de cultiver l'état d'esprit opérationnel, le sens de la mission et tout ce qui va avec, ce qui n'est pas tout à fait simple. Ce qui est parfois aussi une prise de risque. Parce que quand vous entraînez, vous faites des opérations compliquées,
et parfois vous exposez à des risques de sécurité. Et tout l'enjeu du management de la farm, c'était de doser l'engagement des personnels, le sens de la mission et le fait de rester dans un couloir de sécurité qui est essentiel. Donc c'est ça l'enjeu. On va continuer, si vous voulez, pour vous dire que en fait, EDF a fait ce qu'il faut de manière très impressionnante. Moins d'un an après, on a été capable de faire une démonstration à Cruas le 19 octobre 2011, qui a été pilotée par l'UTO. Moi, j'avais créé un projet à l'UTO de la farm et on a pris de la location, embauché des gens de l'AMT, on les a mis dans un hélicoptère, on a été loué une pompe. On a bénéficié de l'aide d'Airtelis, qui est la filiale du réseau de transport électricité, qui est basé à Avignon, qui avait une quinzaine d'hélicoptères avec des gens très professionnels. Et on a amené une pompe devant 50 journalistes internationaux pour montrer qu'on était capable de faire quelque chose. Ce qui a plutôt bien marché. Et puis ensuite, à Civaux, 22 janvier 2012, là, on validait le concept, c'est-à-dire qu'on était capable de montrer qu'on prenait 14 personnes, le matériel pour réalimenter 2 réacteurs sur l'aérodrome qui est à 5 km de la centrale. On les emmenait par hélicoptère. On a donné le top départ à 8h30. À midi, c'était branché. Donc on a validé le principe de déploiement. Donc c'est l'aérodrome de Chauvigny. Alors, si vous voulez, c'est comment on s'insère dans toutes les améliorations de sûreté et puis quel sens on donne à ça. Alors, comment illustrer le propos? C'est assez simple. Vous dites, j'ai eu un pépin, je crée un GIGN du nucléaire, des super gars très costauds, très compétents, qui courent vite, intelligents, capables de réagir en toutes circonstances, et puis j'ai réglé le problème. Donc c'est un investissement relativement modeste. On met en avant les 300 bonhommes, et on dit qu'on a tout réglé. Deuxième méthode, c'est on fait des améliorations de sûreté sur le parc nucléaire, donc sur les 54 réacteurs, ça prend un temps fou, ça demande des investissements assez importants, c'est ce qui a été lancé. Et en clair, EDF a fait le choix des 2 voies d'amélioration. Il y a à la fois une amélioration de la robustesse des installations, notamment sur les alimentations en eau et les alimentations électriques, notamment avec les DUS, qui sont maintenant déployés depuis 2 ans, qui sont des installations hyper robustes, et puis, en parallèle, de disposer de moyens de secours. La deuxième réflexion, si vous voulez, c'est que moi j'ai toujours été opposé au fait de présenter la farm comme le GIGN du nucléaire, c'est-à-dire des super-héros, ce que nous n'étions pas, et l'idée c'était de créer une unité de professionnels bien dans leurs chaussures et solide. Pas plus, c'est déjà beaucoup. Et donc, la réaction de la farm, c'était la phase 1, c'était beaucoup médiatisé, mais il fallait à un moment prendre quelques précautions. La phase 2, c'est les réserves d'eau et l'alimentation électrique. Et puis la phase 3, c'est tout ce qui est l'extension de durée de vie, avec notamment des capacités à traiter des accidents graves. Enfin, j'illustre assez simplement le propos, mais c'est ça l'idée. C'est-à-dire quand bien même on est fondu un réacteur, on soit capable de limiter les conséquences de manière la plus réduite possible. Alors là, vous avez une photo des DUS, qui sont des installations importantes et qui ne sont pas tout à fait notre propos, mais c'est pour vous dire que, en fait, EDF a vraiment fait un choix hyper structurant, hyper important de renforcement des installations en elles-mêmes et de se doter de moyens mobiles. Alors, on va continuer en disant, voilà, quel va être l'historique de la farm. Donc, vous partez de zéro, vous avez quelques membres du projet, dont Philippe, qui a porté son expérience opérationnelle. Quand Christian a parlé du module de héros transportable, c'est qu'en fait, Philippe avait mis au point un module, ça doit être 6 tonnes, 60 personnes et 6 heures. 6 heures, c'est-à-dire que... Pardon ? Voilà, 6 jours d'autonomie, c'est-à-dire on fait partir un module pour un séisme qui a ces caractéristiques-là. Et ce qui est une expérience très précieuse, et ça montre d'ailleurs, pour moi c'était un révélateur, c'est qu'au sein d'EDF, on était capable de trouver des spécialistes de ce niveau, des gens qui étaient des spécialistes des engins tout-terrain, parce qu'on achète énormément de machines pour planter des poteaux dans les champs, de spécialistes de l'hélicoptère. Donc la puissance industrielle a été franchement un atout extrêmement précieux. Mais on est quand même parti de zéro.
Donc l'idée, c'était, on a créé un projet. Le premier projet était sur le site de Civaux, qui était le premier service régional. Et le 1er janvier 2012, on avait 14 personnes qui prenaient l'astreinte pour une semaine sur 4. Donc c'était tout à fait... c'était un tout début, avec du matériel de location. Et le 1er janvier 2016, nous avions 20 colonnes opérationnelles, donc 300 personnes, avec une cinquantaine d'engins disponibles. Moi, j'ai été nommé le 1er juillet 2015. J'arrive sur l'exercice de Cruas, on avait quasiment tout. Tous les camions, tous les 4x4, tout ce que vous verrez, c'était neuf. On avait tout le personnel, les tenues. C'était assez remarquable. J'étais impressionné par le boulot qu'avait fait mon prédécesseur, mais c'était formé. L'aventure ne s'est pas arrêtée là, hein, puisqu'on a un historique, notamment d'intervention réelle, sur Irma, sur l'île de Saint-Martin, et puis sur les intempéries dans les vallées de la Tinée, de la Roya, de la Vésubie en 2020. Alors, 4 services de 70 personnes, et alors, qui peut rentrer à la Farne? Et comment a-t-on composé ce service? Alors, il y avait 2 choix. On prend des militaires, d'anciens militaires qui courent vite, et on leur met une peinture nucléaire. Et je vous vois sourire, mais j'essaie d'imager mon propos, mais c'est ça l'idée. Ou on prend des personnes de l'ADPN, des bons professionnels, et j'allais dire, on leur donne une formation aux situations d'urgence. Et c'est le choix qui a été fait, qui est un choix qui peut paraître parfois un peu luxueux, parce que la Farne possède des chefs d'exploitation qui conduisent des 4x4 qui ont des permis super lourds, hein, donc c'est quand même un effort de formation extrêmement conséquent. Mais on dispose de professionnels, de gens qui ont l'habitude d'exploiter les réacteurs. Et ils ont un cycle de vie de 5 semaines, c'est-à-dire 2 semaines Farne, 3 semaines sur leur métier, de manière à ce qu'ils restent connectés au métier, ils restent sur leur métier de maintenance, d'exploitation et de logistique. Donc en fait, ils ont un lien naturel avec les installations. Et vous avez le même choix qui est fait dans les commandos spécialisés, parce que, bon, les commandos, il y a des gens qui vont après en première ligne, mais il faut toujours des transmetteurs, des techniciens. Et le choix qui est fait dans ces unités, c'est on prend un transmetteur, un technicien, etc. On le durcit un peu dans un entraînement un peu poussé, mais pas trop. Et on se dote comme ça c'est la meilleure martingale pour arriver à avoir ces unités de soutien. Et donc, on a ajouté une difficulté qui également été une difficulté de management, c'est qu'en fait, un équipier Farne avait 2 chefs. Il y avait un chef à la Farne, un chef dans son service. Et le rôle des chefs de service, c'était justement de manager cette difficulté. C'était un atout opérationnel certain, c'était un atout professionnel certain, mais c'était une difficulté de management. Maintenant, pour les jeunes qui sont dans la salle, la Farne recrute. Que vous soyez dans l'ingénierie, dans d'autres domaines, si vous êtes volontaire et vous avez un état d'esprit et vous cherchez, je ne vais pas dire vous cherchez une vie d'aventure, hein, parce que ça serait quand même un peu exagéré, mais j'allais dire une expérience un peu originale qui vous fait grandir, passer 5 ans à la Farne. Je sais que mon successeur cherche des compétences et c'est quelque chose qui peut vous transformer. J'ai vu des personnes qui ont changé de dimension lors de leur passage à la Farne, et tout est fait pour ça. Voilà, donc c'est ça l'enjeu. Les services dépendent des sites, ils sont intégrés dans un site, 4 sites, donc Bugey, Palluel, Civaux, Dampierre, représentatifs de chacun des types de réacteurs nucléaires du parc. 900, CP0, c'est Fessenheim Bugey. Donc c'est Bugey qui était sur les réacteurs les plus anciens, Palluel pour les 1300 et Civaux pour le N4 et le P1. Ce qui faisait que dans chaque déploiement, puisqu'on déployait les 4 équipes en même temps, on disposait d'une équipe qui connaissait plus particulièrement le type de réacteur auquel on pouvait être confronté. Donc voilà pour les choix essentiels. Maintenant, un mot sur le schéma de déploiement. C'est nous sommes dans notre lit douillet, il est 2 heures du matin, il y a un séisme par exemple à Cruas,
la situation devient compliquée, il faut intervenir sur le site, comment cela va-t-il se passer? Cruas ou ailleurs, hein, ce n'est pas le sujet. Mais d'abord, il y a une organisation de crise nationale, et c'est au directeur de la DPN, enfin le directeur de crise, de prendre la décision de déployer ou non la FARN. C'est une appréciation qui est donnée par un expert. Moi, j'ai fait partie de ce tour d'astreinte, Philippe également, où on dit, bah, écoute, vu ce qu'on voit, vu les retours que l'on a, on a des difficultés d'acheminement, la situation peut devenir compliquée. Il vaut mieux faire partir les équipes maintenant plutôt que d'attendre trop et de se retrouver pris au dépourvu. Ou, bon, bah, écoutez, on est encore dans une situation confortable, donc il y a une prise de décision à la fois médiatique, à la fois technique, à la fois psychologique, hein, parce que faire attendre les gens dans les hangars, c'est pas toujours très facile. Mais l'idée, c'est le directeur du parc d'astreinte prend la décision. Ensuite, on fait partir une colonne de chacune des convois. Une colonne, c'est 14 personnes, 7 engins. Ils partent d'abord par l'autoroute, ensuite par la route, avec deux objectifs. On installe une base arrière, vous voyez des tentes, des moyens de transmission, un poste de commandement, et ils passent sur le site. Alors, avec de l'expérience, le schéma de déploiement, c'est on va sur le site et on fait la base arrière en parallèle. Hein, on a aussi progressé. Et l'idée, c'est on fait une base arrière en totale autonomie. C'est-à-dire qu'on s'installe, on a du chauffage, on a de l'électricité, on a des moyens d'hébergement, enfin on se débrouille. On ne dépend pas d'autres personnes. Ce qui est important, notamment vis-à-vis des pouvoirs publics. Alors, c'est une visite, je crois, auquel tu devais participer. Nous étions, quand on avait créé la FARN, quelques-uns à être allés au COGIC. COGIC, c'est le centre de commandement de gestion de la sécurité civile. Et on tombe sur l'officier de permanence, on lui pose des questions. Et une des questions qui avait été posée, c'était de dire quelles sont les bonnes unités d'intervention. Alors, la réponse immédiate, naturelle, c'est ceux qui ne nous emmerdent pas. Enfin, je vais dire, c'est ceux qui ne nous demandent pas toujours quelque chose. Ceux qui font leur boulot et qui n'ont pas d'effet de bord. Pourquoi? Parce que dans une situation compliquée de crise, c'est très, 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 très difficile à gérer et vous avez besoin de gens professionnels qui sont dans leur couloir, qui font leur boulot et qui n'en font ni plus ni moins. Donc l'idée de cette autonomie, donc, de disposer de moyens d'hébergement pendant 72 heures. Et ça nous a beaucoup servi dans les deux interventions réelles auxquelles on a été confrontés. Et ensuite, on passe sur le site. Donc, vous avez quelques images de milieux déstructurés. Alors, une image avec un phare, c'est la route qui séparait la centrale électrique de Marigot, qui est sur Saint-Martin de l'aéroport, était encombrée avec des arbres, des tôles sur la route. La route sur le tunnel, c'est une des routes dans la vallée de la Vésubie, après le passage des inondations, hein, donc des routes endommagées, des gravats, etc. Et puis le dégagement que vous voyez, c'est des arbres que l'on faisait tomber et qu'on donnait comme thème d'exercice et d'entraînement aux équipiers de la FARN. Donc on passe, et on passe également en cas d'inondation, et on arrive sur le site pour déployer nos moyens. C'est ça l'idée. Donc ce qui est quand même un petit challenge, hein, parce qu'en 24 heures, il ne faut pas traîner. Donc tout ça, ça a donné un schéma d'intervention que je ne vais pas complètement déployer. Alors le seul apport que je peux vous donner sur le schéma, on peut rentrer plus dans le détail à votre demande, c'est qu'on fait partir de l'état-major parisien, qui est maintenant à Cap-en-Père, une équipe de reconnaissance de 3 personnes qui, elles, foncent sur site. Et on a, la FARN dispose d'une convention avec les moyens héliportés de l'État qui met à disposition une machine pour aller sur site le plus vite possible et faire une reconnaissance des alentours du site. Et on atteste cette convention 2 fois par an avec des déploiements réels. Donc ça donne, et ça donne une allonge et une capacité de reconnaissance sans pareil. Hein, parce que l'hélicoptère, c'est quand même ce qu'il y a de mieux pour reconnaître les itinéraires et puis déterminer les renseignements d'ambiance. Et puis vous avez en bas à gauche une photo d'un des exercices FARN où vous avez une colonne qui circule sur autoroute. Globalement, à chaque exercice de la FARN, on y passe une semaine, on fait déployer 4 services, donc ça veut dire que vous avez des transits de 5, 600, 700 km. Donc, ce qui est quand même pas rien. Hein. EDF est plutôt une entreprise bien gérée qui nous a donné les moyens, donc on peut faire ça et ça nous a donné cette expérience que l'on peut mettre à disposition de la sûreté du parc. Donc je vais continuer.
Globalement, là, on part de la base arrière. Je vais passer très vite. Il faut savoir qu'on doit être en liaison avec la préfecture, hein, puisqu'il faut nous donner le terrain, et puis il faut s'assurer qu'il soit bien dans la bonne direction. Et puis on a donc des moyens de télécom, hein, c'est la remorque télécom que vous voyez sur la photo en bas à droite, de manière aussi à avoir un système, un réseau de télécommunications complètement autonome. On va continuer, oui. Alors, un point, si vous voulez, qu'est-ce qu'on a appris, qu'est-ce qu'on a dû apprendre? J'allais dire plein de choses, parce que, la DPN n'avait pas l'habitude d'exploiter des camions, donc c'est les permis, c'est l'entretien des camions, mais ça, c'est pas le plus essentiel, c'est le principe de commandement. C'est comment on commande une unité comme ça sur le terrain, et donc il faut avoir un poste de commandement bien gréé, avec des gens professionnels qui sont capables de coordonner une unité. Parce que rien ne se passe comme prévu, et si vous n'êtes pas professionnel, ce qui peut apparaître très beau sur les photos peut s'avérer, j'allais dire, une situation très difficile à gérer, pour ne pas dire un foutoir, hein. Enfin, c'est à peu près ça l'idée, où ça part un peu dans tous les sens et c'est d'une inefficacité totale. Donc en fait, cet apprentissage des méthodes de commandement et des principes de commandement, avec tout ce que ça suppose, à la fois de professionnalisme sur les transmissions, sur la façon d'élaborer les ordres. Je parle de commandement, alors que DPN, c'est surtout du management. Le commandement, on a un ordre, on applique. Sens de la mission et capacité d'initiative et de compréhension des différents étages, là, j'allais dire, il y a eu beaucoup d'apprentissage à faire, et ça ne sera jamais fini. Et donc, on est parti d'un PC dans lequel on devait être 3, on a fini très vite par créer des PC à 8, pour justement disposer d'un état de situation très clair de ce qui se passe sur le terrain. Parce que quand vous êtes à 20 km, vous êtes face à vous pouvez avoir une très mauvaise image de ce qui se passe réellement sur le tas. Donc c'est tout cela que nous avons appris. Alors on l'a appris comment? J'allais dire en allant chez les professionnels, notamment en embauchant des anciens militaires, des anciens officiers supérieurs de la sécurité civile, 2 anciens colonels qui d'ailleurs étaient le chef et l'adjoint à un moment de l'UISC 7 et qui nous ont appris cela par des cours, par du coaching d'entraînement et par des entraînements, et qui nous ont permis d'acquérir ou de développer cette compétence. Alors un mot, j'allais dire, tous les pompiers ne sont pas équivalents, et vous avez les pompiers de Paris, si j'imaginais en termes de foot, ils jouent toujours à domicile parce qu'ils ne sont jamais bien loin de leur caserne. Les pompiers, les pompiers départementaux, c'est pas bien loin de ça. Et puis les unités d'intervention de la sécurité civile, ce sont des unités qui se mettent à disposition d'une autre entité. Et dans la FARD, c'était important parce que la FARD se met à disposition du site. Et on n'est pas du tout dans des schémas comme vous avez parfois dans la gendarmerie, avec le GIGN qui arrive et qui pousse un peu tout le monde et qui prend en main complètement l'opération. Le PC FARD est à disposition du site. Ce qui veut dire que le site doit savoir ce qu'il doit lui demander, ce qui est aussi un apprentissage. Donc d'où l'intérêt de faire beaucoup d'exercices pour faire monter globalement cette compétence. Donc c'est cela que nous avons appris. On va descendre, on va continuer pour aller sur le programme d'entraînement et d'exercice. Ce qui est un apprentissage pour moi qui était assez fort, c'est qu'en fait, une unité comme celle-ci, c'est énormément de développement de compétences. Donc vous prenez quelqu'un qui veut rentrer à la FARD, il a d'abord une AK, c'est une académie de 6 semaines, dans laquelle on lui apprend les gestes de base, la cohésion. La cohésion, c'est je sais travailler en groupe, je me connais, je connais les autres, et je sais réagir collectivement. À l'issue, il a un exercice de validation en réel. On les fait partir le lundi matin et le mercredi soir, ils doivent avoir fait tout leur déploiement.
Mercredi, on fait un jury. Le jeudi, on leur remet les casques qui veulent dire qu'ils sont maintenant équipés Farn. Et puis, vous avez, à côté de ça, des permis lourds, permis super lourds, permis bateau, des conduites d'engins, grues, chariots automoteurs, parce qu'on est plutôt bien doté, qui font qu'on a 3000 heures de formation par an, ce qui est considérable. C'est à peu près l'équivalent d'un CNPE de tranche. Et dans tous ces domaines, c'est-à-dire manutention, télécom et transmission, dégagement d'itinéraires, mise en œuvre des moyens, alors l'acronyme c'est moyens régionaux de crise, c'est des pompes, des groupes électrogènes et des compresseurs. La base arrière, c'est comment on installe une base arrière. Conduite des installations, conduite de véhicules, gestion opérationnelle de crise, tous les principes de commandement et sécurité et radioprotection. Donc voilà l'enjeu, si vous voulez, de formation, et ce qui veut dire que vous avez à chaque fois des niveaux, vous avez à chaque fois des profils de formation, et on découvre que la gestion d'une unité opérationnelle, c'est pour beaucoup justement un développement de compétences très important. J'illustre le propos du commandement en définissant, et ça c'était une marche importante. Vous prenez le monde nucléaire, à la base, il est fait pour éviter toute initiative intempestive. Enfin, je schématise peut-être un peu, mais c'est quand même ça l'idée. Vous réfléchissez, vous prévoyez à peu près tout, tous les cas conformes, non conformes, etc. Et puis vous définissez ce que vous faites de manière prudente. Sauf que, en devant intervenir en moins de 24 heures dans des circonstances inattendues, il se trouve que ce que vous allez trouver est très probablement, voire quasi sûrement, ce que vous n'aviez pas en tête. Donc en fait, il faut développer une capacité d'adaptation à l'imprévu. Et cette capacité d'adaptation, elle a un moment de se dire, mais au fait, quel est l'objectif essentiel et comment je me mets en ligne par rapport à cet objectif essentiel. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réfléchir, surtout pas, mais il faut réfléchir de manière assez rapide, de manière à savoir s'adapter. Et ça, c'est un effort assez important auquel les personnels de la Farn se sont prêtés assez facilement parce qu'ils aiment bien avoir un peu d'initiative. On est dans un monde très bridé, mais qui demande aussi beaucoup de réflexion parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi et on engage parfois sa sécurité. Donc, tout le déploiement de toutes les méthodes de commandement et notamment le SAOI-ULC, c'est-à-dire qu'est-ce qui définit l'objectif de ma colonne ou de mon équipe et puis comment je le déploie. Donc situation, anticipation, objectif, idée de manœuvre, exécution, répartition, logistique, commandement, qui sont des pense-bêtes de manière à éviter à ne rien oublier. Alors là, vous avez la photo d'un PC Farn avec les tableaux de suivi. Vous avez une photo d'une base arrière avec tous les matériels déployés. Je crois qu'on doit être sur le site de Nogent, donc c'est assez impressionnant. On va continuer à descendre. Ici, vous avez les moyens terrestres, hein, donc des 4x4, des camions 6-8 Scania, des camions plateaux avec ou des grues ou un chariot automoteur Manitou. Donc un matériel plutôt impressionnant, plutôt de qualité et plutôt performant, même très performant, qu'on a dû apprendre à utiliser. Des moyens fluviaux et aériens, donc un EC225 d'Ertelis sur le site de Chaux, et puis également le déploiement d'une barge sur la Meuse, un 19 janvier 2019, quand il faisait -2, donc c'était un peu plus sportif. Il y a quelques personnes qui se sont mis à l'eau avec les tenues adaptées pour déployer la barge, mais bon, il faisait pas chaud, hein, donc c'est le type de déploiement qu'on peut avoir et qui illustre nos moyens. Donc là, vous avez des moyens du GIE Intra, dont Philippe vous parlera, qui sont le complément technologique et des exemples de manœuvres héliportées, puisque l'hélicoptère, c'est quand ça se déploie, si vous voulez, vous pouvez faire passer des charges de manière très rapide sur un site. C'est un peu plus compliqué par les barrages, et j'allais dire, le cheval de bataille doit rester le camion qui permet de passer à gué. Et passer à gué, c'est aussi une technique, hein, parce qu'il ne faut pas ensabler le camion, donc c'est tout cela que l'on a appris. Et puis vous avez en bas une tenue de radioprotection, puisque maintenant, dans notre cahier des charges, et depuis 2019, on doit être capable d'intervenir dans des situations d'accident grave, c'est-à-dire avec rejet conséquent à l'extérieur.
Donc, et notamment pour déployer ces moyens de refroidissement d'un cœur qui pourrait être confronté à un accident grave. Donc là, on passe à 300 mètres cubes heure, hein, parce qu'on fait tourner un échangeur, on n'est plus sur le principe de vaporisation, et de manière à éviter de solliciter les soupapes. Donc là, ces moyens-là sont assez originaux. On les a testés sur le site de Penly. On a montré qu'on était capable de faire un établissement de 200 mm, c'est des tuyaux que les pompiers n'ont pas, sur 10 km avec 200 mètres de dénivelé positif. Voilà, donc ici vous avez les photos d'une Acafarn avant et après remise de casque. Ça contribue à l'esprit de corps. C'est de montrer quel est le sens de l'engagement des équipiers. Parce qu'il faut se dire qu'on peut être confronté à des situations compliquées et qu'il ne suffit pas de le dire une fois, il faut aussi s'apprêter à le vivre, avoir préparé sa famille, s'être préparé soi-même, se connaître pour savoir si on est capable ou non de faire la mission. Ce qui est une partie de l'engagement moral qu'on travaille aussi par des rassemblements. On a pu en faire beaucoup avant le Covid, là vous avez le dernier. Bon là c'est le discours du chef. Mais ça fait partie, j'allais dire, de la mise en place de la cohésion de l'unité. Donc voilà, pour ça, alors pour l'instant, tout ça, c'est très théorique. On se dit, bon, ben, ils sont gentils, c'est bons scouts, ils ont des beaux camions, mais est-ce qu'ils sont capables de faire face à l'événement? Ce qui est aussi la question du directeur. Moi, si vous voulez, à un moment, je savais que le juge de paix, ça serait la première fois qu'on serait confronté à un événement. Et dans une dynamique d'unité, c'est quand même ce qui crée l'histoire. Parce que vous pouvez faire des exercices, se dire, bah, tiens, c'était super, on a fait des trucs un peu plus compliqués que la dernière fois. Vous avez toujours un peu le pincement au cœur en disant, mais au fait, le jour où ça sera réel et qu'on aura un peu d'enjeu, est-ce qu'on sera capable? Et c'est arrivé de manière bon, toujours impromptue, on n'a jamais pensé, sur une circonstance que j'aurais jamais imaginé, c'est Irma, un ouragan qui va à la vitesse d'un TGV et qui tombe sur les îles des Antilles, et notamment Saint-Martin. Saint-Martin, c'est une île franco-néerlandaise. Du coup, au XVIIe siècle, il y a un capitaine hollandais et un capitaine français qui se sont dit, bon, il faut qu'on se partage le truc. Plutôt que de se taper dessus, ils ont décidé de tirer une ligne. Le nord est français, le sud est néerlandais. Saint-Martin est pauvre. Donc des habitations qui ne sont pas très costauds, un réseau électrique qui n'était quand même pas ce qu'il y avait de plus robuste, et vous faites passer un ouragan de 24 heures, extrêmement marquant, qui met tout le réseau électrique par terre. Mais pas que, plus d'assainissement, plus de téléphone portable, plus d'eau courante, plus d'électricité, plus de chambres froides, donc des difficultés de nourriture, et puis des gens sonnés. C'est-à-dire que profondément marqué. Et donc, les pouvoirs publics ont réagi à l'événement en disant il faut qu'on montre, il faut qu'on reprenne en main cette situation. Et donc, EDF a été sollicité pour rétablir les alimentations électriques sur l'île. Au début, on a fait appel à Système électrique insulaire, hein, qui est la filiale d'EDF qui est en charge de cette mission. Sauf qu'il fallait 150 monteurs pendant un mois pour faire le job. Et là, les hôtels, qui sont des hôtels sur des îles paradisiaques, hein, parce que ça a été fait pour développer le tourisme. Moi, j'en ai visité un, c'était le Novotel, rez-de-chaussée rincé par les vagues, deuxième étage rincé par le vent, donc détruit. Je dis rincé, c'est tout détruit. Et puis, premier étage endommagé à 50% et occupé par les gendarmes parce qu'il y avait des problèmes de sécurité. Donc EDF n'avait pas sa place. Et 4 ou 5 jours après l'événement, on a été sollicité pour mettre en place un hébergement en appui des monteurs, d'EDF, qui venaient de toutes les îles possibles, de la Guyane, de la Réunion, de la Corse, de la région parisienne. Et donc, en fait, notre boulot, ça a été de mettre en place cette base arrière que vous voyez ici, qui a permis d'héberger 150 personnes pendant un mois, de manière relativement confortable. Moi, j'y ai passé 4 jours. Bon, on avait un peu frais la nuit parce qu'il y avait des clims, il y avait de l'électricité, il y avait tout ce qu'il faut comme assainissement, et c'est ce qui a permis, ça veut dire, notre baptême du feu. Par contre, l'équipe qui allait sur place, quand ils sont arrivés, il n'y avait rien du tout. Il y avait un couvre-feu sur l'île,
Ils n'étaient pas accueillis à l'aéroport, hein, ça c'est les photos des premiers équipiers. On les avait un peu triés sur le volet parce qu'on voulait être sûr du service que l'on allait rendre. Mais ils ont été réellement confrontés à une situation de catastrophe. Et moi, dans mon esprit, si vous voulez, si on n'était pas capable de faire face à ça, ben, on n'était pas capable de faire face à la mission. Donc l'idée, il fallait y aller et il fallait gagner. Donc ça, c'est Irma. Ça nous a montré deux choses. C'est un, les équipiers ont su faire ce qu'ils avaient à faire, donc ils étaient suffisamment entraînés, le matériel était bon, les clims, elles ont tenu 5 semaines par 40, donc bon, c'était un bon baptême du feu. Les équipiers ont su montrer de la cohésion et aussi, par leur état d'esprit, montrer qu'ils étaient carrés, et ce qui a permis au directeur de crise sur place d'avoir une équipe solide sur laquelle remonter le niveau global. Parce que les locaux qui étaient marqués avaient tendance à ne pas porter le casque, pas les chaussures, et vous avez inévitablement un relâchement, hein, dans ces situations qui était important. Donc ça c'est 2017 Irma, et on a eu une deuxième expérience en 2020 sur les suites d'Alex, hein, donc des inondations catastrophiques dans les vallées de l'arrière-pays niçois, très encaissées, des débits considérables, toutes les routes qui avaient dégagé, donc on ne pouvait pas aller sur les installations hydroélectriques par les véhicules. Et donc une sollicitation, c'est arrivé dans la nuit de vendredi à samedi, on a été sollicité le samedi à 14h. Donc pour nous, un vrai baptême du feu. Bon, on a réagi, on aurait pu réagir plus vite, mais l'équipe de reconnaissance est partie le dimanche après-midi, on avait une première équipe le mardi, on arrivait quasiment en même temps que les équipes de la sécurité civile. Et notre boulot, ça a été de dégager les installations hydrauliques de manière à permettre leur démarrage des installations. Là, c'est un véritable enjeu de sécurité parce qu'on peut voir plus bas. Si tu peux, on va descendre encore plus bas, si tu me permets. Là, vous avez des images de ce à quoi on a été confrontés. Donc, c'est la prise d'eau de la Mescla, c'est-à-dire des débris à la fois à l'intérieur et à l'extérieur avec un débit important. La salle des machines de Paganin avec plusieurs centaines de mètres cubes de débris qui avaient fait échouer dedans. Ça, c'est la salle des machines de Fontan avec beaucoup de boue. Et ça, c'est Breil-sur-Roya avec 1 mètre, 1 mètre 50 de boue. Alors, on n'a pas tout dégagé, mais si vous voulez, il y a notamment la prise d'eau de la Mescla a été complètement dégagée par une équipe de Paluel. Et c'était un baptême du feu très important parce que on n'a pas du tout utilisé les engins qui étaient les nôtres. On a dû s'adapter. On est parti en groupe pionnier de 9 au lieu de 14. Et on a réussi cette intervention pendant 3 semaines avec un soin bénin. Donc, si vous voulez, en engageant 109 équipiers, en assurant l'astreinte de sûreté et en garantissant l'autonomie. Ça a été pour nous une assez grande récompense parce que le résultat de sécurité me paraissait assez marquant. Alors, il y a eu une difficulté là-dedans, également pour Irma, c'est comment on gère ceux qui ne partent pas. C'est-à-dire que tout le monde veut y aller. Et en fait, il y a des gens à qui on dit ben, vous y allez, puis il y a des gens à qui on dit ben, vous ne pouvez pas y aller. Et là, c'est un peu compliqué, notamment dans un contexte post-Covid. Vous avez des effets de bord en termes de management qui ne sont pas complètement simples. Donc ceci pour dire, si vous voulez, que si on fait une synthèse sur la Farne, hein, là vous avez la visite du président Lévy en fin d'année 2021 avec Cédric Lewandowski qui marquait les 10 ans de la Farne. Bon, en plus on avait changé de tenue, ça contribue aussi au moral des troupes. C'était de dire que c'est une aventure qui me paraît assez exceptionnelle parce qu'on est parti de zéro pour arriver à une unité d'intervention qui commence à être validée. C'est jamais fini parce qu'on n'a jamais gagné. Et ceci pour dire que moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est la capacité de disposer de personnes aptes à s'engager dans des circonstances difficiles sans avoir à mettre en avant des primes ou des choses compliquées. Et je pense que c'est un effet de santé important de notre corps social. C'est-à-dire de disposer de ces personnels-là. Et bon, c'est un enjeu de commandement non plus, aussi, enfin de management, mais c'est une véritable fierté, je pense que le monde nucléaire peut avoir, c'est qu'on soit capable de déployer d'avoir été capable de créer cette unité, et ça marque d'ailleurs les pouvoirs publics. On a eu la visite du préfet de Mestre
Nicolas Demesque, qui était responsable des moyens de la sécurité civile, puis il était au SGDSN sur protection et sécurité de l'État, donc il fait partie des fonctionnaires qui ont des rôles extrêmement déterminants sans être dans la lumière, et qui trouvait qu'EDF avait vraiment fait ce qu'il faut à l'issue de Fukushima.